Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire du programme F Transport Logistique, dédié aujourd'hui à l'état des lieux dans le transport routier de la filière électrique, donc du véhicule poids lourd électrique, poids lourd mais également VUL. À mes côtés aujourd'hui pour animer ce webinaire, mon excellent collègue de région Normandie, Andrew Patry. Bonjour Andrew. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Et nous avons avec nous trois intervenants. Nous avons Nasreddine Boudjenal, qui est responsable des partenariats stratégiques et notamment sur les sujets de mobilité poids lourd électrique au sein d'EDF. Bonjour Nasreddine. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons Tariel Chameroy, qui est le directeur RSE France et Maghreb chez DB Schenker France. Bonjour Tariel. Bonjour. Et Rebecca Martin, qui est chef de projet sur la mobilité électrique à l'ADEME. Bonjour tout le monde. Bonjour Rebecca. Merci à tous d'être là aujourd'hui, intervenants comme participants. Et je vais tout de suite vous donner quelques directives par rapport à l'utilisation de notre application Livestorm qui sert pour ce webinaire. Tout d'abord, si vous avez le moindre souci, si vous avez des problèmes d'image, de son ou pour accéder au contenu, vous avez un bouton aide en bas à gauche de votre fenêtre. N'hésitez pas à l'utiliser. Le support de présentation est disponible pendant tout le webinaire avec le petit bouton nuage, avec une flèche vers le bas. On va enregistrer ce webinaire et le replay sera envoyé à tous les inscrits au webinaire, présents comme absents, et disponible sur la chaîne YouTube du programme F Transport Logistique. Si vous avez des questions, utilisez la rubrique questions. Donc là, vous avez un chat que vous avez commencé à utiliser pour vous saluer, nous saluer. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ce chat, mais si vous avez des questions, formulez-les de manière privilégiée dans la rubrique questions. Et nos modératrices Marlène et Mathilde n'hésiteront pas à vous le rappeler pendant le webinaire. Ces questions que vous allez poser, vous pouvez voter pour elles. Si une question vous intéresse particulièrement, qui a été posée par un autre participant, n'hésitez pas à la pousser de façon à ce qu'on la prenne en compte dans la partie questions-réponses qui prend les 15 dernières minutes de ce webinaire. Et dernier rappel, merci de ne pas utiliser ce webinaire pour faire de la publicité pour vos entreprises. Voilà. Au sommaire, aujourd'hui, on va commencer par un petit état des lieux en Union européenne et en France sur le contexte qui fait que la mobilité électrique est un sujet important et un sujet d'avenir. On aura une intervention de Rebecca Martin de l'ADEME qui va nous expliquer quel est le contenu carbone finalement de la mobilité électrique. Il y a des tas de sujets sur le contenu carbone, la production du véhicule, la production tout au long de sa vie. Donc on avait besoin d'un petit peu de pédagogie sur le sujet. Merci Madame Martin pour cette intervention. Ensuite, on fera un petit retour d'expérience à la fois sur l'existant en termes d'offres de véhicules électriques chez 5 des 7 principaux constructeurs de poids lourds français. Et puis, on aura un retour d'expérience de DB Schenker qui a commencé à tester et à déployer des véhicules électriques sur son parc. EDF nous fera une intervention avec M. Boudjenal sur les infrastructures de recharge des véhicules, tout ce qu'il y a en amont et jusqu'à la borne de rechargement de vos véhicules, avec des enjeux de gestion de parc, etc. Merci Nasreddine pour cette intervention. Et on terminera sur les aides financières à disposition pour pouvoir aider au démarrage de votre transition vers les véhicules poids lourds ou VUL électriques. On commence tout de suite avec l'état des lieux, le contexte en Union européenne et en France. Alors, en Union européenne, vous avez notamment aujourd'hui la feuille de route de l'Union européenne, qu'on appelle souvent Fit for 55. Le nom de cette feuille de route vient de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est un objectif transitoire, qui est défini pour 2030, qui vise à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne par rapport au niveau de 1990, pour atteindre en 2050 la neutralité climatique. Alors cette feuille de route, elle comprend notamment un règlement sur la répartition d'efforts, RRE si on aime parler jargon, qui définit des objectifs par État membre, avec notamment des objectifs de réduction des émissions de GES dans plusieurs secteurs économiques, avec une répartition par secteur, dont le transport. On a eu une révision de ces objectifs en mars 2023, et le nouvel objectif pour l'Union européenne, c'est que le transport, d'ici 2030, réduise de 40% ses émissions par rapport au niveau ici de 2005, donc c'est pas exactement le même niveau que pour l'objectif global, enfin la même année de référence, et de 47,5% pour la France.
Voilà l'objectif de l'Union européenne, et selon toute logique, les objectifs français devraient s'aligner sur ces objectifs. Alors, dans ce RRE, il y a également, enfin, dans ce Pacte Global Fit for 55, on a désormais un certain nombre de points qui sont mis en avant, notamment le fait qu'on aura des points de recharge qui seront obligatoirement installés dans tous les pays de l'Union sur les axes principaux, avec des obligations d'avoir des points de recharge tous les 60 km pour les VUL en 2025 et pour les camions supérieurs à 3,5 tonnes en 2030. On a un durcissement des normes d'émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes, très rapidement. Et en 2027, on a un nouveau système d'échange de quotas d'émissions, SEQE, qui est distinct pour les carburants destinés au transport routier, qui sera un prix pour les émissions de ce secteur. Donc, à voir comment les choses s'appliquent. Ça va changer considérablement en 2027 le panorama des émissions de gaz à effet de serre du transport. En France, on a deux éléments structurels à avoir en tête. Le premier, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui est déjà un petit peu ancien, qui définit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 90 et 2030, donc objectif fixé pour la France qui est de 40%, et de diviser par 4, donc moins 75% d'ici 2050. La stratégie nationale bas carbone, SNBC, définit une feuille de route pour lutter contre le changement climatique. Cette SNBC 2 expire fin 2023, avec notamment pour une révision des budgets carbone. La SNBC 3, qui devrait prendre le relais dès début d'année prochaine, s'alignera sur les engagements européens. On a des objectifs actuellement en France de moins 28% des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports en 2030 par rapport à 2015, encore une autre année de référence, et on vise une décarbonation complète à l'horizon 2050. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui inscrit dans la SNBC. Voilà. Vous avez à droite un petit tableau, je ne vais pas commenter plus que ça, mais qui définit une vision des hypothèses de travail à partir des marchés des énergies sur les immatriculations poids lourds pour différentes périodes. On voit notamment la répartition entre la part du GNV en 2020, puis vous voyez que la part du GNV ne devrait pas cesser d'augmenter d'ici 2040, l'électrique augmenter, l'hydrogène démarrer, et le diesel, lui, va reculer très très fortement. Un diesel fossile, en tout cas. Voilà pour ça, je laisse la main à Rebecca Martin pour nous parler des véhicules électriques et de leur potentiel de décarbonation. Merci Arnaud. Alors peut-être pour introduire le sujet, je voulais juste rappeler la vision de l'ADEME sur la décarbonation de la mobilité lourde. Elle va passer pour nous donc par tout un éventail de solutions qui va aller de mobilité électrique à batterie, électrique également via l'hydrogène, également du biogaz et des biocarburants au moins au début et en fonction de la disponibilité, mais on essaye vraiment de porter une vision territoriale où, en fonction des implantations et des logiques logistiques, etc. d'un territoire, certaines solutions vont être plus ou moins pertinentes que d'autres. Et là-dedans, effectivement, la mobilité électrique va avoir un rôle significatif à jouer. Et donc, je voulais juste rappeler quelques bases sur la performance économique et environnementale des différentes carburations alternatives avant de passer sur des choses plus appliquées. Donc ici, vous avez certains résultats d'une étude qui a été menée avec l'IFPEN en 2022 sur l'analyse de cycle de vie, donc la quantification des impacts environnementaux de différentes motorisations. Et donc là, on est sur le poids lourd 44 tonnes. Les résultats sont sur les mêmes dynamiques pour les autres types de mobilité lourde. Donc, vous pouvez voir sur l'ensemble du cycle de vie, donc de la fabrication à la fin de vie des véhicules, un comparatif entre en bas les mobilités thermiques, donc B7 et GNV, et puis à côté donc une hybridation légère et un véhicule totalement électrique à batterie et à pile à combustible. Donc on voit que sur la partie fabrication qui va correspondre au bleu pour la carcasse et au rose ou au violet ou à l'orange qui va s'ajouter pour les parties pile à combustible et batterie, que effectivement le véhicule électrique entraîne un ajout d'impact environnemental, donc vraiment sur l'aspect changement climatique, et la partie rose qui est la partie batterie va être proportionnelle à la taille de la batterie, et donc plus on va avoir des véhicules avec des grosses batteries évidemment, plus cette part va être importante.
En revanche, sur la durée de vie globale, on a un véhicule électrique qui va être 2 à 3 fois plus intéressant qu'un véhicule thermique équivalent grâce au gain à l'usage, puisque on va pas avoir d'émissions liées à l'électricité sur la partie roulage, mais par contre, les émissions vont être uniquement associées à la production d'électricité. C'est pour ça que je vais insister sur le mix électrique, l'intensité carbone du mix électrique qui va être un enjeu crucial pour l'intérêt environnemental de la motorisation électrique, puisque là on est donc sur le graphique, on est sur un mix électrique français qui est relativement décarboné. Par contre, si on utilise le mix européen, là on arrive à la barre verte plus à droite, et donc vous voyez que l'intérêt environnemental par rapport au conventionnel thermique est drastiquement réduit. Donc voilà, il y a un vrai enjeu de décarbonation de l'électricité pour avoir une mobilité électrique qui soit intéressante. Sur les autres, rapidement, puisque c'est pas le sujet, mais sur les autres motorisations, donc la pile à combustible permet un gain important, mais encore une fois, la partie grise, donc la production d'hydrogène, va être un enjeu crucial. Et puis le biogaz, donc c'est la barre blanche sur la deuxième barre en partant du bas. Donc on a un gain significatif si on passe au biogaz, et donc là le sujet il va être essentiellement sur la disponibilité de la ressource, et donc on en revient à mon propos introductif sur la vision territoriale et le fait de faire des choix en fonction de la disponibilité dans son environnement. Pour continuer, donc toujours basé sur l'étude qui a été réalisée avec l'IFPEN, on a également regardé l'aspect environnemental. Donc c'est à la grosse maille, encore une fois, il va y avoir des spécificités et mes collègues en parleront bien après aussi. Mais donc globalement, il est pertinent pour les carburations alternatives de regarder le TCO, donc le coût total des différents véhicules. Et donc évidemment, si on passe à l'électrique, on a un surcoût en termes de TCO qui va surtout être associé à un surcoût à l'investissement qui reste important. Donc on est au moins sur à peu près 2 fois l'investissement par rapport au thermique, mais avec des dispositifs qui existent d'accompagnement. Donc par exemple à l'ADEME, on a porté un appel à projet d'aide à la subvention sur le surplus de CAPEX d'un camion électrique par rapport à un camion thermique. Il y a aussi des choses qui sont en discussion sur des prêts garantis par l'État, ce genre de choses, pour essayer d'accompagner la filière sur ce coût d'investissement qui est plus important. Après, par contre, l'intérêt, il va être sur la partie usage, puisque si on a un coût de l'électricité qui reste raisonnable, entre guillemets, on va avoir un coût associé à l'usage qui est intéressant. Et je voulais du coup quand même alerter sur cet aspect usage et sur le coût de l'électricité associé. Ce qu'on observe, c'est que le coût de la recharge, il va être directement lié à la puissance de la recharge. On va avoir le choix entre de la recharge plutôt lente, donc des puissances plutôt faibles à l'entrepôt sur plusieurs heures où le véhicule est arrêté, et puis de plus en plus se développe un autre modèle qui ressemble plus à ce qu'on connaît aujourd'hui de la station-service conventionnelle, où on va avoir des puissances vraiment très élevées. On entend même parler de puissances qui vont jusqu'au mégawatt dans le futur, et ça demande des investissements en termes de raccordement, etc., qui sont importants. Et donc, ça va se répercuter dans un coût de la recharge, un coût de l'électricité qui va être beaucoup plus élevé. Et la pertinence en termes de coût d'usage sur de la haute puissance, il est bien moins avéré que sur de la recharge à l'entrepôt. Et donc, voilà, nous, on pousse pour un modèle où on va favoriser cette recharge à l'entrepôt, d'autant plus que, comme je disais, la recharge haute puissance, ça va demander des investissements et des travaux sur le réseau électrique importants, des appels de puissance relativement importants, sur lesquels on n'est pas encore complètement serein sur la faisabilité technique, puisque RTE avait publié des travaux sur le véhicule électrique en 2019, mais qui incluaient pas des hypothèses fortes sur les poids lourds. Et donc là, nous, à l'ADEME, on travaille en ce moment sur ces sujets-là, à estimer les réels impacts sur le réseau électrique de scénarios où le poids lourd électrique se développerait de façon importante, et donc quel serait le coût environnemental associé au réseau et les potentielles difficultés du réseau à certains moments. Donc voilà, il y a plus d'informations là-dessus à suivre, mais en tout cas, vraiment l'aspect recharge est primordial dans l'intérêt environnemental et surtout économique de la mobilité électrique.
voilà, je suis allée assez vite. Il y a plus d'infos dans le rapport OKT 2040 et puis évidemment, je suis disponible pour répondre à vos questions après. Je vous remercie. Merci Madame Martin pour ces éléments techniques au sujet de la performance environnementale et économique des véhicules électriques en France. On va maintenant passer sur un état des lieux rapide des ventes de véhicules à énergie alternative au niveau européen et en France sur l'année 2022 avec un focus sur les véhicules électriques afin de voir les dynamiques, notamment selon les activités et les gabarits de véhicules. Donc, au niveau européen, on constate que les ventes des véhicules électriques en 2022 sont en hausse sur l'année avec plus 32,8% comparé à l'année précédente, ce qui reste intéressant et ce qui montre une certaine dynamique positive. Cependant, en valeur absolue, cela reste très réduit puisque ces ventes ne concernent que 1656 immatriculations sur l'année, dont plus de la moitié ont été réalisées en Allemagne uniquement. En part, sur les 280 000 ventes de véhicules sur l'année, la part de l'électrique au niveau européen est de 0,6%. Si on fait un focus au niveau de la France, contrairement au niveau européen, où les ventes de véhicules diesel ont augmenté de près de 4%, on se rend compte que sur le territoire national, on remarque une légère baisse de 0,3% des nouvelles immatriculations diesel sur l'année 2022 avec 44 000 véhicules vendus. On constate également que la part des ventes de véhicules énergie alternative en France est plus élevée sur le territoire qu'au niveau européen, 6,1% en France contre 3,4% au niveau européen. Si on détaille ces ventes en fonction des gabarits de véhicules, on constate une dynamique totalement différente selon les gabarits, une dynamique déjà bien entamée sur les ventes de véhicules utilitaires légers et les porteurs de moins de 7,5 tonnes, comme vous pouvez le voir sur la gauche de cette diapo, puisqu'il représentait en fait les véhicules électriques 2% des ventes sur l'année 2022 contre seulement 0,27% pour les poids lourds. Qu'on peut retrouver sur la droite de cette diapo. Donc cette dynamique semble se confirmer, voire amplifier sur le premier semestre 2023, comme on le voit, puisque les ventes, la part des véhicules électriques VUL passe de 2% en 2022 à 4,7% à juillet 2023. Pour les poids lourds, les véhicules à énergie alternative, les véhicules à énergie alternative sur ces véhicules, représentent 6,1%. Avec une forte présence du GNV et du B100 exclusif. Et on remarque également une belle hausse sur le début de l'année 2023, puisque la part de l'électrique passe sur ces gabarits de véhicules de 0,27% des ventes en 2022 à 0,7%. Donc, qu'est-ce que cela donne en valeur absolue? Pour les gabarits VUL et moins de 7,5 tonnes, on constate la vente de 2739 véhicules à énergie alternative, dont 65% de véhicules électriques. Donc là, on voit que c'est assez significatif, plus de 1796 véhicules électriques vendus. Pour les gammes de plus de 7,5 tonnes et les poids lourds, on constate la vente de 2591 véhicules à énergie alternative, avec une part à 4,4% de véhicules électriques, ce qui représente 115 véhicules en valeur absolue. Voilà, ça nous semblait intéressant de vous transmettre ces dynamiques. On va faire maintenant un état des lieux assez rapide des offres qu'on peut retrouver auprès de constructeurs. Donc pour cela, on a réalisé une série d'entretiens avec plusieurs constructeurs que vous voyez apparaître sur cette diapo. À noter qu'on n'a malheureusement pas pu nous entretenir notamment avec MAN et DAF, qui proposent eux aussi des véhicules électriques à leur catalogue. Juste pour une question de timing, on ira vraiment à l'essentiel sur ces diapos avec Arnaud, afin de respecter le timing initial de ce webinaire, mais aussi pour laisser un peu plus de temps de parole à nos futurs intervenants. Donc commençons avec Renault Trucks. Donc l'électromobilité est en plein cœur de la stratégie de décarbonation de l'entreprise depuis plusieurs années, puisque le groupe a un historique de plus de 10 ans sur la mobilité électrique. En 2022, 26% des ventes concernaient des véhicules à énergie alternative pour Renault Trucks, dont une grande majorité au B100 avec environ 3000 ventes de véhicules B100 sur l'année 2022.
En ce qui concerne les ventes de véhicules électriques, ces ventes représentaient 12% de l'ensemble des ventes à énergie alternative, ce qui représente en valeur absolue 550 poids lourds 100% électriques vendus sur l'année, ce qui représente 3,4% des ventes totales de l'année 2022. À cela, si on ajoute les véhicules utilitaires légers électriques à ces 550 poids lourds, on atteint près de 1000 véhicules 100% électriques vendus sur l'année 2022 pour Renault Trucks, ce qui représente 6,7% des ventes totales et un quart des ventes de véhicules à énergie alternative. Sur le graphique de droite, nous pouvons voir les objectifs de la stratégie décarbonation de Renault Trucks. Et on voit bien sûr que l'électromobilité représentera une grande part, près de 50% des ventes dès 2030, avec un objectif de 20% dès 2025. Si l'on regarde dans le détail la gamme 100% électrique proposée par Renault Trucks, on retrouve une gamme complète allant du véhicule utilitaire léger jusqu'au tracteur 44 tonnes, en passant par les vélos cargo. On retrouve la gamme Red Edition qui correspond aux véhicules utilitaires Master qui peuvent transporter jusqu'à 1,5 tonnes de poids total avec 200 km d'autonomie. On retrouve ensuite également les gammes de porteurs pour des activités de distribution urbaine et régionale. Donc les gammes E-Tech D pour les porteurs 16 tonnes et E-Tech D-Wide pour les porteurs 19 et 26 tonnes. Et vous retrouverez donc les caractéristiques de ces véhicules sur la colonne de gauche du tableau. À noter une autonomie pour ces véhicules assez intéressante qui peut aller jusqu'à 560 km et un pack de 3 à 6 batteries. On a également les gammes T et C, donc qui correspondent aux porteurs 32 tonnes et aux tracteurs 44 tonnes, pour les métiers de transport régional pour la gamme T et les métiers de la construction pour la gamme C, avec des autonomies de 300 à 500 km en charge rapide, notamment avec des packs de 4 à 6 batteries cette fois-ci. Enfin, le groupe Renault accompagne également ses clients sur la sensibilisation de la vie des batteries et il s'assure de proposer un accompagnement personnalisé sur les infrastructures de recharge et ça c'est un point important qu'on verra notamment avec Nasreddine et Tariel par la suite. Pour ce qui est de Volvo Trucks, donc il possède une position de leader sur le marché des poids lourds 100% électriques avec plus de 5000 ventes sur l'année 2022 au niveau européen. Il détenait 32% de parts de marché en 2022 et 50% sur le début d'année 2023. Malgré cette position intéressante sur l'électrique, Volvo reste un groupe qui base sa stratégie sur le mix énergétique avec des ventes fortes autour des véhicules GNV, bio-GNV et les biocarburants B100 et XTL. Donc là, on retrouve également la gamme de véhicules électriques avec notamment les porteurs 12 tonnes et 16 tonnes avec la gamme FL électrique qui est dédiée principalement aux livraisons à domicile et en zone urbaine. La gamme FE électrique concerne les porteurs 19 et 26 tonnes pour des activités de distribution urbaine, mais pas que, les collectes de déchets et les travaux de chantier légers également. La gamme FMX électrique concerne cette fois-ci les activités du marché de la construction et des matériaux lourds, des engins. Et la gamme FH électrique qui concerne les transports de distribution urbaine. Et on se rend compte que ces véhicules peuvent aller jusqu'à 300 km d'autonomie. Passons maintenant au constructeur Iveco. Donc l'objectif des offres de Iveco sur les énergies alternatives, c'est vraiment d'offrir une gamme complète de véhicules qui peuvent faire tout ce que les véhicules thermiques peuvent déjà faire sans pour autant baisser en termes de qualité de produit. C'est vraiment le leitmotiv de ce constructeur. Comme on peut le voir sur l'image de droite, Iveco propose de nombreux véhicules sur différentes énergies alternatives comme le XTL, HVO, le GNV, bio-GNV, où ils sont bien présents, et également l'électrique. Donc pour le marché des véhicules utilitaires légers et des porteurs moins de 7,5 tonnes, on constate que Iveco est leader en termes de vente de véhicules à énergie alternative sur ces gabarits. Il propose également une gamme électrique avec le Daily électrique, donc 95% des ventes concernent les fourgons pour répondre aux missions de distribution urbaine légère. L'objectif pour 2023 est de commander plus de 600 unités en Daily électrique et 900 unités pour le GNV, soit environ 1500 commandes GNV électriques combinées sur l'année.
Pour ce qui est du marché des porteurs de plus de 7,5 tonnes et les poids lourds, 40-44 tonnes, une offre de véhicules électriques à batterie et hydrogène arrivera en fin d'année 2023 pour Iveco et qui va se développer sur 2024 avec des batteries qui pourront atteindre 400 km d'autonomie en ville avec 3 batteries, cycle 1, 2 ou 3 batteries. Sur les graphiques de droite, vous constaterez que les facteurs influençant les prix des énergies sont plus nombreux pour l'électrique que pour les énergies GNV et gasoil, ce qui montre qu'il y a un besoin réel d'échange entre le constructeur et les énergéticiens. Et enfin, vous constaterez sur le dernier graphe que pour le scénario 2030 d'Iveco, il y a moins de 30% de véhicules gasoil B7 dès 2030, avec une part significative des véhicules électriques, hydrogène et bio-GNV, proche de 65% des ventes à horizon 2030 pour Iveco. Je laisse la parole à Arnaud pour la suite et Scania notamment. Merci Andrew. Donc Scania est un constructeur de véhicules poids lourds qui est bien connu pour ses gammes de véhicules, notamment sur le GNC et le GNL, où beaucoup de constructeurs beaucoup de transporteurs ont acheté et exploitent des véhicules Scania. Scania a donc un mix énergétique, propose un mix de véhicules assez varié, avec également des véhicules dédiés au B100 et compatibles HVO pour le HVO XTL. Et Scania développe une gamme de véhicules électriques avec une structuration en 3 steps, des véhicules hybrides rechargeables, ce qui est intéressant parce que aujourd'hui c'est effectivement un des seuls constructeurs à proposer cette solution-là, qui est une solution intermédiaire qui peut être très intéressante pour réduire les besoins de consommation. On a un deuxième step qui est des véhicules 100% électriques pour un usage plutôt urbain. Et ensuite, ils ont une solution Step 3 où on est sur un usage électrique plutôt régional, voire grand régional. Donc aujourd'hui, ces 3 steps se déclinent dans différents gabarits. L'hybride rechargeable, on va le trouver essentiellement sur des porteurs, 4.2, 6.2, x4 ou 6.2, avec différents types d'utilisation, caisse frigo, fourgon, benne ou plateau. On part sur des moteurs thermiques avec des puissance réduite par rapport à ce qu'on connaît habituellement. On est sur des moteurs 7 à 9 litres. Et donc, on a une insertion d'un moteur électrique qui permet d'aller jusqu'à 40% d'économie de consommation. L'autonomie réelle électrique est de 40 km. Mais comme c'est de l'hybride rechargeable, on a un rechargement également pendant le trajet. Je crois que Christophe Schmitt... on avait une question intéressante sur la droite. Excusez-moi, je me suis laissé distraire. Le step 2, c'est la solution électrique urbaine. Avec des solutions là plutôt allant de 5 à 9 batteries, des autonomies moyennes qui vont jusqu'à 230 km, et aujourd'hui les gabarits proposés par Scania sont des porteurs. Et le step 3, sur les solutions électriques régionales, donc là on est sur des puissances de 400 à 612 kW, qui permettent d'aller pour les puissances les plus élevées jusqu'à 450 km en une recharge. Et là, on a à la fois des porteurs et des tracteurs. Et Scania développe désormais un partenariat avec Northvolt pour ses batteries, donc avec des batteries qui lui permettent une plus grande autonomie. Je vais m'arrêter là pour Scania. Je vais vous présenter désormais l'offre de Daimler Truck. Donc Daimler Truck qui comprend du coup 2 marques de camions qui nous intéressent aujourd'hui, les marques Mercedes-Benz et Fuso. Donc pour Mercedes-Benz Daimler Truck, vous avez déjà un mix énergétique qui reste inévitable jusqu'en 2030. Donc ils ont une offre de véhicules avec plusieurs énergies. Sur la mobilité électrique, ils ont un catalogue qui est déjà assez étoffé, dont l'augmentation est déjà prévue et planifiée. Donc aujourd'hui, ce qui existe dans la marque Mercedes, c'est le iFuso, là c'est du coup pas Mercedes, c'est un iFuso Canter, qui sont des VUL et des porteurs qui vont jusqu'à 9 tonnes avec des autonomies de 70 à 70 km. On a les e-Actros 300-400 qui sont des porteurs 19 à 26 tonnes avec des autonomies annoncées de 300 à 400 km. Le Iconic 300, c'est un porteur 26 tonnes pour la benne ordure ménagère avec des autonomies adaptées, de 100 à 150 km. Et l'Iconic 300 LS, c'est un tracteur 40 tonnes avec une autonomie de 220 km. Et donc, ce qui est prévu, c'est l'arrivée du e-Actros 600, poids lourd électrique avec 500 km d'autonomie qui est prévu début 2025. Après, ce sera le
GEN H2, qui est un tracteur routier avec pile à combustible courant 2027. Et enfin, le iAtego, qui sont des porteurs de 7,5 à 16 tonnes, qui seront déployés à partir de 2028. Ce qui est important à noter, c'est que Daimler, c'est pas le seul cas de Daimler, mais d'autres fournisseurs, d'autres constructeurs vont vous proposer une offre assez proche, se propose d'être un partenaire du déploiement de votre offre de mobilité électrique, et donc ils vous accompagneront dans la mise en place des bornes de rechargement de véhicules électriques, les études techniques amont, les partenariats avec les énergéticiens et les gestionnaires de réseau pour installer vos stations de rechargement, que ce soit des stations-service ou vos propres stations en dépôt. Avant de passer sur l'exemple que va nous exposer Andrew, je crois, pour Maufrais, je voulais faire un dernier point. On n'a pas ici de diapo qui représente les offres de véhicules électriques de MAN et DAF, puisqu'on n'a pas eu la chance d'avoir des entretiens préalables avec eux en amont de ce webinaire. Mais ces deux constructeurs, MAN et DAF, ont aussi des offres de véhicules électriques qui comprennent déjà des porteurs et des tracteurs. Donc, je vous laisse aller de votre côté vous renseigner pour découvrir leurs offres qui sont de très bon niveau également. Merci Arnaud. Donc on va maintenant passer sur des retours concrets d'expérience d'entreprise de transport. Donc avant de passer la parole à Tariel Chameroy pour une présentation de DB Schenker, on souhaitait vous parler des actions menées en la matière par le groupe Maufrais, qui est une entreprise de transport routier de marchandises située dans le Grand Est, entreprise labellisée depuis plusieurs années dans le programme EVE, ayant un mix énergétique au sein de son parc assez intéressant. En effet, sur l'année 2023, 89,5% du parc concernait des véhicules diesel, 6% des véhicules GNV, 1,1% des biodiesels, 0,3% du bio-GNV et 0,1% des véhicules électriques. Donc au total, l'entreprise dispose à ce jour d'une petite dizaine de véhicules électriques avec un premier investissement à l'été 2021, comme vous pouvez le voir, avec un porteur 26 tonnes Volvo utilisé pour des livraisons en ville, en plein cœur de Paris, avec des flux bien identifiés et des tournées d'environ 150 km par jour. En octobre 2022, un deuxième véhicule électrique rejoint le parc Maufrais, à nouveau sur une demande spécifique d'un client. Qui concerne justement un tracteur 38 tonnes pour des petites rotations régulières et quotidiennes, notamment entre le site de production et la plateforme logistique. Un tracteur de cours électrique a ensuite été acquis fin 2022 pour une plateforme logistique spécifique d'un client. Et enfin, 5 nouveaux véhicules 100% électriques ont rejoint le parc depuis, avec notamment un tracteur 44 tonnes de chez Volvo à nouveau qui roule depuis le mois de juin 2023, avec 300 km d'autonomie pour un besoin de 180 km par jour pour ce véhicule. À noter que l'utilisation de la borne de recharge pour ce véhicule est réalisée directement chez le client, avec une recharge la nuit sur les heures creuses. Deux autres véhicules porteurs fourgons 100% électriques existent pour une activité spécifique de livraison dans le centre de Paris, notamment la nuit. Et enfin, une nouvelle commande d'un tracteur 44 tonnes Volvo est prévue pour le mois d'octobre 2023. Donc voilà pour ce petit retour d'expérience rapide pour Maufrais. Donc on voit que voilà, le parc de véhicules 100% électriques augmente petit à petit. Et notons aussi que l'entreprise nous a remonté des retours positifs de toutes les parties prenantes concernant l'utilisation de ces véhicules électriques, que cela soit les conducteurs, les clients, mais aussi les riverains des territoires concernés. On laisse donc maintenant la parole à Tariel pour nous faire un petit retour justement sur le parc DB Schenker et la stratégie de décarbonation de votre entreprise. Merci bien, oui. En ligne avec ce qui a été dit, donc nous avons effectivement intégré et nous intégrons l'électromobilité dans le service, au service de notre décarbonation, plan de décarbonation de Schenker qui est sous cette effigie TED, Transition énergétique et décarbonation, donc un groupe de travail interne qui va sourcer les meilleures solutions pour pouvoir les adapter au sein de cette organisation Schenker en France. Pour ce faire, donc, on a un peu à l'image de ce qui est fait par le gouvernement français ou par l'Union européenne, notre propre plan de décarbonation qui s'appuie sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est la demande de transport qui est plutôt en tendance haussière, ce qui n'est pas le cas en ce moment même, mais on a plutôt
une propension à vouloir prendre des parts de marché. Le report modal est un des leviers majeurs aussi qui pourra nous faire économiser quelques points de CO2, même si l'activité basculera principalement chez DB Cargo, qui est notre société sœur. On a tout un volet autour de l'optimisation des volumes, l'optimisation des volumes par des véhicules plus grands, par des doubles plateaux, par peut-être un jour aussi des éco-combis. Mais on compte effectivement d'ici 2030 pour atteindre notre objectif de réduction d'émissions de CO2 de 50%, pouvoir faire 9% au moins sur la partie optimisation de volume. L'efficacité énergétique est aussi au rendez-vous de notre plan de décarbonation. Donc, efficacité énergétique, c'est l'utilisation de l'énergie d'une meilleure façon. Ce qu'il image bien, c'est l'éco-conduite. Hein. On reprend les leviers d'objectifs CO2 et voilà finalement un des leviers qu'on peut utiliser. Et on va focaliser ici principalement sur l'intensité carbone, donc sur la partie électrification, ce qui est l'ordre du jour, où on pense que 23% de notre réduction d'émissions de CO2 sera liée à l'électrification de notre flotte. Les autres énergies joueront quand même aussi lourd dans la balance. Hein. Autre énergie que je n'évoquerai pas beaucoup aujourd'hui, mais HVO, biogaz évidemment, seront là aussi pour nous faire atteindre 17% de réduction d'émissions de CO2. Donc voilà les 6 leviers qui nous permettront, sur le principe, d'atteindre moins 50% de réduction d'émissions de CO2 entre 2021 et 2030. L'image qu'on a de la situation à la fin ou au début de l'année 2024 sera certainement la suivante. Donc, nous intégrons donc des tracteurs de parc électrique de marque Terberg sur un certain nombre de sites, donc en l'occurrence 6 de plus, ce qui fait qu'on en aura 8 dans le parc total. Le gros du volet se fera autour de l'électrification, donc une première vague de véhicules qui sont en cours de déploiement chez nous, donc avec des véhicules Renault, de marque Renault, 16 tonnes et 17 tonnes, et puis des camions Volta. Et là où je suis obligé de mettre un astérix à l'instant, puisque cette nuit, Volta a déposé le bilan. Donc voilà une malencontreuse surprise. Mais ce désagrément va faire que nous allons devoir nous réorienter, car ce constructeur suédois va probablement avoir quelques difficultés, hormis si un repreneur voit le jour. Donc sur le principe, une centaine ou en l'occurrence 94 véhicules de distribution sont prévus en ce moment, puisque les premières livraisons et les premières mises en place se sont faites à Nantes là, avec les 5 premiers véhicules. Lille sont les prochains sur la liste. Et puis côté droit, donc évidemment le HVO, donc où on a testé et maintenant on commence à intégrer du HVO dans nos cuves pour pouvoir opérer et donc réduire d'à peu près 80% les émissions de CO2. Et puis tout un volet gazier, donc avec du biogaz, avec 55 véhicules que nous attendons depuis presque 2 ans, cela dit en passant. Alors, l'idée là, ou la raison pour laquelle je prends la parole, c'est pas pour vous parler de notre plan de décarbonation, c'est principalement pour vous parler d'électromobilité et l'étude que nous avons fait sur Nantes, hein, qui est un peu notre laboratoire pour pouvoir déployer sur les 73 autres agences l'électromobilité. Donc ici, un cas particulier de Nantes, hein, où nous avons travaillé à une vision 2030 avec la mise en place donc d'un VUL 47 porteurs électriques et 28 tracteurs donc potentiellement éligibles à l'électricité, avec des éléments donc importants sur les puissances de charge donc de véhicules Volvo, MAN, Mercedes que vous avez cités qui sont à 150 kW, hein, qui peuvent accepter du 150 kW. Le Volta est déjà une exception avec 140, donc bien faire attention à la puissance des véhicules, hein, que la borne soit compatible avec les puissances. Et on voit déjà des positionnements différents entre les différents types de véhicules, sachant que les tracteurs, eux, nécessitent déjà ou peuvent accepter des puissances plus importantes, jusqu'à 250, voire 350, ce qui permet effectivement d'optimiser notre production et donc minimiser les temps de recharge de ces véhicules. Donc, sans contrainte d'autonomie, puisque globalement le parc peut s'adapter relativement bien à l'autonomie électrique. La question, c'est les puissances qu'on met en face. Nous avons donc opté pour le choix de 65 véhicules électriques qui pourraient opérer donc sur des plages ou des plages horaires donc entre 19 et 7 heures du matin
qui permettrait donc de pouvoir les recharger. Alors, le grand enjeu que nous avons sur cette partie recharge électrique, c'est une question de place. Donc la première borne de recharge que nous avons installée, donc en l'occurrence 6, sont des 22 kW pour des poids lourds. Hein. Étant donné qu'ils ne tournent pas la nuit, donc ça va bien, on les positionne la nuit, on les charge la nuit, et ensuite ils peuvent repartir en matinée en tournée de camionnage, enlèvement, puis distribution, puis enlèvement. L'enjeu qu'on a quand on commence à parler d'un parc plus important, c'est que nous n'avons pas la place généralement sur nos sites de pouvoir installer à un endroit, et puis toutes les problématiques de réglementation viennent se positionner avec la localisation de ces bornes par rapport aux bâtiments et leurs distances, donc qui sont évoquées à être à plus de 10 mètres du bâtiment suite à des réglementations liées principalement aux assureurs. Donc voilà une constellation qui est assez complexe pour nous transporteurs, que d'arriver à positionner ces véhicules sur des sites et à devoir les morceler. Alors plusieurs scénarios, donc un scénario ici minimum hein, pour recharger nos 65 véhicules électriques. L'idée est donc de mettre en place donc ces fameuses continuer avec les 6 bornes de 22 kW, d'intégrer donc des bornes à 150 kW pour les 35 poids lourds et donc minimiser les temps de charge. Et ensuite des bornes de recharge plus élevées, donc à 250 kW pour les tracteurs. Ça nous donne l'obligation de mettre en place une gestion de parc de nuit, hein, donc d'avoir effectivement un jockey qui est capable de pouvoir bouger les véhicules et d'optimiser les temps de charge, puisque la gestion optimale encore de ces bornes n'est pas complètement au rendez-vous. Donc, on a des grands enjeux donc de place, vous l'aurez compris, des enjeux de puissance et de choix de puissance. Toute la question de la sécurité, évidemment, de ces installations, donc liée avec une réglementation qui n'est pas complètement sèche. Et puis, cette gestion de parc et évidemment l'enjeu financier qui vient se greffer là-dessus, puisque tout ça, ce sont des investissements lourds. Je pense que EDF reparlera de tout ça, mais tout ça conditionne effectivement des installations de contrats avec le fournisseur d'énergie qui vont vers le plus haut, l'adaptation des réseaux et évidemment probablement des installations des installations de transformateurs pour pouvoir avoir ce type de recharge. Le scénario d'après serait donc d'avoir une réduction du nombre de poids lourds hein, pour pouvoir opérer en termes de rotation et donc avoir ici toujours les 6 mais un peu moins de bornes en 150 kW et puis 2 simplement en 250, ce qui nous demanderait une puissance de charge cette fois-ci à 1700 kW pour pouvoir utiliser ces bornes. Donc vous voyez là encore une difficulté, donc des choix qu'il faut qu'on fasse et qui ne sont pas encore complètement actés, mais ça illustre finalement les difficultés qu'on peut avoir à faire de choix. Et donc un scénario 3 qui serait celui qui intégrerait le plus de puissance de charge rapide, en maintenant évidemment notre installation existante, mais en poussant à 10 installations à 250 kW. Alors évidemment, là encore, une gestion de parc nocturne, avec là une puissance de charge déployée de 2500 kW pour pouvoir opérer l'ensemble de ce parc. Avec les mêmes enjeux, même si j'aurais pu peut-être noter l'enjeu financier qui vient se réenchérir, puisque plus on prend des puissances importantes et plus les installations ont besoin de financement. Voilà qui finalise finalement ma prise de parole et je vais céder la parole à ceux qui ont l'énergie dans les mains, Nasreddine. Merci Tariel. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vois le temps qui passe, donc on va avoir un timing assez serré. Il y aura des frustrations parce qu'on ne va pas pouvoir couvrir tous les sujets, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de moi pour avoir plus de compléments d'informations. Il y a mon adresse mail à la fin de la présentation. Cette présentation n'est pas exhaustive. Et on va parler de généralité, sachant que, bon, on le sait tous, hein, chaque cas est spécifique, chaque usage est spécifique. Donc voilà, faut qu'on garde ça en tête. L'idée là, c'est de balayer le sujet pour avoir un premier, on va dire, niveau d'information, sachant que
que là l'auditoire vous n'avez pas tous le même niveau d'information. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'aspect réglementaire. Tout d'abord, la réglementation encourage, on va dire comme ça, la décarbonation du transport routier. Ça a commencé en 2019 avec des objectifs de réduction de CO2 en 2025 puis en 2030 avec des objectifs croissants. Et il y a en ce moment au niveau de l'Europe des discussions pour réduire ces émissions à hauteur de 90% en 2040. Donc il y a des discussions assez serrées au niveau de l'Europe en ce moment même. Donc ça, voilà, ça c'est la partie réduction de CO2. Mais pour accompagner cette réduction de CO2, il y a aussi le règlement AFIR qui a été validé au niveau européen et qui a été publié au journal officiel ce mois de septembre pour une application en début d'année 2024. Ce règlement AFIR, il va venir accompagner la décarbonation du transport lourd à travers des objectifs d'installation de bornes de recharge sur le réseau public. Donc là, on va parler d'abord du réseau public. Les objectifs, donc on va aller rapidement, mais en gros, il y a des objectifs croissants avec des échéances 2025, 2027, 2030. Les objectifs sont sur 3 segments. Le routier, on le verra par la suite également, les aires de stationnement sûres et sécurisées, et enfin les nœuds urbains. Donc voilà, il y a des objectifs sur ces 3 segments-là. Et ce qu'il faut retenir en gros, c'est que en 2030, sur le réseau central, donc le réseau central européen, c'est le réseau, on va dire, le plus emprunté au niveau européen, il est envisagé tous les 60 km des stations de charge d'au moins 3600 kW. Au moins, donc c'est le minimum qui est demandé. Et voilà, donc on a également des objectifs sur les aires de stationnement sûres et sécurisées, et enfin les nœuds urbains. Donc voilà, au-delà des objectifs réglementaires, il y a, on l'a vu, les ambitions des constructeurs qui ont des ambitions d'électrification de leurs ventes. Mais cette ambition des ventes va s'accompagner aussi d'une ambition de développer des infrastructures de recharge rapide. C'est le réseau Milans qui a été créé. Donc c'est le consortium entre des gros constructeurs, donc notamment Daimler, Volvo et Renault Trucks, et le groupe Traton, qui regroupe Scania notamment. Et donc, leur objectif est de déployer 1700 bornes de charge rapide d'ici 2027 en Europe. Donc, il y a cette volonté vraiment d'accompagner notamment la recharge en itinérance, donc la recharge qui se fait hors du dépôt, pour pouvoir vous aider à électrifier vos flottes. Donc, rapidement, donc là on a parlé un peu de la charge publique, rapidement un petit zoom sur les bornes, de quoi on parle. Aujourd'hui, sur le véhicule léger, on voit beaucoup de bornes jusqu'à 7 kW. À titre comparatif, aujourd'hui, un foyer d'une plaque à induction chez vous, il peut aller autour de 3,5 kW. Donc, on voit un peu le sujet. Donc on a des bornes jusqu'à 7 kg, jusqu'à 50 kg, jusqu'à 150 kW. Dans le réseau Tesla, on peut avoir des bornes jusqu'à 250 kW. Et demain, ce sera 1000 kW, donc 1 MW, avec le fameux Megawatt Charging System, qui sera très probablement orienté sur le longue distance, et donc sur les autoroutes. Donc voilà un peu le schéma. Sur les dépôts, on sera vraiment sur des puissances plus limitées, et on l'a vu tout à l'heure dans les présentations précédentes. On est plutôt sur des bornes de 22, 50, 150 kg, peut-être 250 kg, mais ça va dépendre encore une fois des usages de chacun et des besoins. Sur la charge au dépôt, si on fait un focus, il y a une étude qui a été réalisée par Columbus, qui a été pilotée par l'AVER. Alors en gros, on ne va pas rentrer dans les détails. En gros, ce qu'on retient de cette étude, c'est que la majorité de la charge, en tout cas dans un premier temps, se fera au dépôt. Et on le voit à travers les chiffres, on l'évoquait tout à l'heure, les ventes des camions dédiés à l'urbain, donc avec de plus courtes distances, décollent plus rapidement que les camions qui sont plutôt sur le longue distance. Et donc, on observe que la plus grande majorité de la charge se fera au dépôt. Et c'est une bonne nouvelle finalement, ça va éviter d'avoir des bornes à très forte puissance. Encore une fois, c'est une généralité. Et donc ça, c'est un sujet qui peut vous concerner en premier lieu. Si vous installez des bornes sur votre site, alors je rappelle tout d'abord que le réseau de distribution, il est opéré par Enedis ou les ELD en fonction des régions. Et EDF a des activités des fournisseurs a des activités totalement séparées du distributeur. Vous avez 2 niveaux de tension. Sur votre contrat, vous allez regarder la puissance que vous avez en kVA.
soit elle est inférieure à 250 kVA, et dans ce cas, vous êtes raccordé en basse tension, soit elle est supérieure à 250 kVA, et dans ce cas-là, vous êtes raccordé en haute tension. Et donc, lorsque vous allez installer des bornes, ou vous prévoyez d'installer des bornes, ce qui est important, c'est d'anticiper tout ça pour voir en fait si vous pouvez augmenter votre puissance contractuelle, mais savoir si physiquement cette puissance est disponible sur votre site. Si elle est disponible, le gestionnaire de réseau pourra réaliser un branchement ou, si nécessaire, une extension de réseau. Si la puissance n'est pas disponible, le temps va être plus long, les travaux vont être un peu plus lourds parce que le gestionnaire de réseau devra renforcer le réseau ou implanter un nouveau poste de distribution. Donc, c'est pas les mêmes conséquences. Donc, il est vraiment important d'anticiper ces sujets-là et d'avoir une vision le plus possible moyen, voire long terme. J'en reviendrai rapidement tout à l'heure. Mais si on envisage d'acheter plusieurs camions électriques, voilà, il vaut mieux optimiser les travaux qu'on va avoir à ce moment-là. Donc, la puissance, c'est un vrai sujet sur lequel il faut être vigilant. Mais il y a également le pilotage intelligent de votre borne, qui est un point très important. Parce que ce pilotage-là, il va vous permettre d'optimiser votre consommation tout en respectant votre plafond de puissance. Si vous avez un plafond de puissance que vous ne voulez pas dépasser, le pilotage de la charge va gérer la charge en fonction des véhicules. Premier arrivé, premier servi par exemple, ou une charge de manière équivalente répartie sur tous les véhicules. Voilà, encore une fois, ça va dépendre de vos usages, mais le pilotage intelligent de la recharge peut être un élément qui va vous permettre d'optimiser votre consommation autant que possible. Et vous pouvez également, grâce au pilotage de la recharge, effectuer votre charge au meilleur moment pour avoir une électricité plus compétitive et généralement moins carbonée. Donc en gros, si vous rechargez en heure creuse, on l'a vu tout à l'heure avec Tariel, vous rechargez principalement la nuit. La nuit, généralement, on est en heure creuse. Du coup, les coûts d'électricité sont moins élevés. Le coût d'avitaillement, par conséquent, est moins élevé. Et le TCO devient aussi, ça contribue à rendre le TCO plus intéressant. Donc, le pilotage est un sujet très important. Et enfin, quelques points d'attention. C'est en complément aussi avec ce qu'a évoqué Tariel tout à l'heure. Bien vérifier les puissances souscrites. J'ai parlé tout à l'heure aussi de vérifier aussi la puissance du camion et les achats prévisionnels à venir. C'est très important. Ça va avec le sujet de l'anticipation. Et encore une fois, il faut bien étudier le dimensionnement des bornes. C'est pas un camion, une puissance égale une borne. Ça va dépendre vraiment de vos tournées, l'analyse de la route que vous faites. Est-ce que vous allez aussi recharger chez le client? Voilà, il y a beaucoup de sujets. Et voilà, il y a d'autres sujets comme les contraintes de sécurité, réglementation spécifique et liées à votre parking. Voilà, j'ai essayé d'être rapide pour pas dépasser. Et juste pour info, rappelons aussi dans les ordres de grandeur. Aujourd'hui, si je prends la dernière Zoé, sa capacité de batterie, donc en gros le réservoir, si on fait une image, elle est de 52 kWh. Aujourd'hui, un camion, on l'a évoqué tout à l'heure, en 2025, le camion Mercedes qui a été évoqué, on est plutôt autour jusqu'à 600 kWh. Donc vous voyez un peu les ordres de grandeur, c'est une autre dimension. Et donc voilà, donc l'optimisation de tout ça est nécessaire et on est à vos côtés pour vous accompagner. Merci à vous. Merci Nasreddine. On va faire un dernier point très rapide sur les aides financières à disposition. C'est vraiment une diaposynthèse pour vous signaler quelques dispositifs qui existent. Donc on a tout d'abord un projet qui s'appelle l'AFIF, Alternative Fuel Infrastructure Facility, qui est un financement européen qui vise à financer des projets de déploiement d'infrastructures de recharge en électromobilité, qui dispose d'un budget de 580 millions d'euros. Les conditions vers qui doit-on se tourner, Andro, pour pouvoir obtenir le financement, un financement via l'AFIF? Je sais plus l'élément situé. Alors, je pense que c'est directement sur Internet. En fait, il y a différentes vagues. Là, on est à la 5e vague. Et donc là, cet appel à projet est toujours en vigueur jusqu'à début novembre 2023. Donc ça concerne le financement notamment de points de recharge électriques et également de points de recharge hydrogène au niveau européen. Merci. On a un dispositif que vous connaissez bien, qui est le suramortissement pour les poids lourds également, qui est prolongé jusqu'à fin 2030, qui propose un financement qui peut aller jusqu'à 60% pour les véhicules de 3,5 à 16 tonnes et 40% pour les véhicules supérieurs à 16 tonnes, donc les gros poids lourds, et qui est disponible également pour les autres énergies alternatives. Vous avez toujours l'exonération de la taxe sur la carte grise, un bonus écologique qui est ciblé sur les VUL,
à partir d'un score environnemental à partir de 2024. Donc là, on ne sait pas exactement encore les conditions. Les scores seront donnés d'ici pas très longtemps. Et on a la prime à la conversion pour le rétrofit électrique qui correspond à 40% de prise en charge du prix d'acquisition. C'est un financement VUL. Vous avez les primes pour le financement des bornes de rechargement via le programme Advenir qui permet d'aller financer des sommes assez importantes. Les plafonds sont importants et l'assiette est également importante. Et vous avez l'appel à projet France 2030 pour l'IRVE haute puissance avec des points de charge qui sont ciblés étant supérieurs à 150 kW. J'ai fait très rapide. Si vous avez besoin de plus d'infos sur ces sujets-là, n'hésitez pas à vous tourner vers vos chargés de mission du programme EVE qui ont des informations sur ces sujets. Voilà, je passe sur cette diapo-là. On l'avait prévu pour Madame Martin, mais vous avez un élément. Voilà. Vous avez les informations dans la diapo que vous pouvez retrouver. Et je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions-réponses parce qu'il ne nous reste plus que quelques minutes pour tenter de répondre à vos questions. Alors, je vais me tourner d'abord vers Tariel, si vous êtes toujours là, Tariel. Il y a une question qui a été posée et à laquelle il y a eu beaucoup de votes. C'est est-ce que vous arrivez à embarquer vos clients dans le financement de cette stratégie ? C'est la réponse. Oui. J'ai essayé de donner une réponse et puis j'ai appuyé sur le mauvais bouton, donc du coup je suis pas arrivé à répondre. Mais merci de la reprendre à l'oral. Effectivement, oui. Est-ce qu'on arrive à embarquer Je pense qu'il faut classifier les clients. Il y a un gros intérêt de la part des clients chargeurs aujourd'hui sur cette question. Un intérêt de compréhension. Donc, on accompagne beaucoup nos clients sur au moins la compréhension de ce qui est fait par nous, transporteurs, et puis globalement la profession, parce que je pense qu'on représente finalement un mouvement qui se fait auprès de tous les transporteurs. Embarquer intellectuellement, oui. Financièrement, là, on va catégoriser. Certains, oui. Il y a des sommes importantes qui sont payées par certains clients pour avoir des transports moins émissifs. De différents ordres, donc du moins coûteux au plus coûteux, du moins coûteux cyclo-logistique, du plus coûteux le SAF, je dirais. SAF, donc quand on passe sur le mode aérien. La partie électromobilité est un coût relativement cher. Globalement, aujourd'hui, on le répercute peu dans nos tarifications. Ce sont des investissements qui sont faits en propre par l'entreprise et qui bénéficient au réseau. Donc, nos clients ne se rendent pas vraiment compte des investissements qui sont faits par une entreprise comme la nôtre pour le moment. Évidemment, ça sera quelque chose qui sera, et je pense qu'il y a des travaux à faire aussi autour de la mise en place avec le CNR de la prise en compte du mix énergétique, chose qui n'est pas fait encore aujourd'hui dans le CNR puisque nous n'avons que la partie gasoil et gaz, donc qui sont soumis à la fluctuation tarifaire du cours. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travaux à faire autour de cette question-là, oui. Merci Tariel. Ouais, c'est bon, j'ai retrouvé la main. Andrew, est-ce que tu avais une question qui t'avait tapé dans l'œil? Sinon, alors, si on reprend toujours en fonction des votes, on a une question de Monsieur Langlais. Comment allons-nous faire en période de grand froid pour répondre à la demande en électricité? Déjà, avec le chauffage, on nous parle de coupure. Nous allons acheter encore plus d'électricité à l'étranger. Donc, Tariel, peut-être Nasreddine. Ouais, je pense que c'est plus pour Nasreddine. Vous aviez commencé à répondre, mais oui. En effet, peut-être que Nasreddine peut compléter. Merci. Ce qui s'est passé cet hiver, on l'a vu, bon, c'était quand même un cas assez particulier, lié à plusieurs contextes qui ont fait que cet hiver était assez compliqué. RTE a fait des rapports réguliers sur le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas tant la production d'énergie, c'est plutôt la puissance. En fait, le sujet, c'est si tout le monde charge en même temps, on va avoir un problème de puissance à ce moment-là. D'où l'importance, j'en parlais tout à l'heure, du pilotage intelligent. Si la majorité typiquement de la charge se fait au dépôt, notamment la nuit, on devrait avoir moins de problèmes effectivement d'alimentation en électricité. Oui, et en parallèle, il y a le jusqu'à 23 heures, c'est ça? Alors les pics de consommation, bon, ça dépend, mais en gros, typiquement le matin, à titre particulier, le matin, tout le monde se lève globalement à la même heure, ils vont tous allumer la radio, prendre leur douche, etc. Et donc à ce moment-là, il y a des pics de consommation. Et donc c'est la même chose pour les usages, typiquement de bornes notamment. Si tout le monde utilise l'énergie au même moment, là à ce moment-là, ça devient effectivement plus compliqué. On est en pointe
Et donc c'est ça qu'il faut chercher à réguler au maximum. Si on évite le plus possible les pointes, alors déjà si on évite les pointes, on va éviter d'aller chercher de l'énergie carbonée. Et plus on est sur de l'heure creuse, plus on va aller chercher de l'énergie décarbonée. Voilà. Donc ça c'est donc le pilotage est un sujet qui est important pour le système électrique, mais aussi pour votre portefeuille. Donc c'est assez vertueux pour le collectif finalement. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Il y a effectivement l'enjeu de l'autoproduction et d'augmenter la capacité de production. Je pense que cet enjeu-là, il est général sur les énergies alternatives aux énergies carbonées. C'est qu'effectivement, en passant de l'énergie fossile qui est immédiatement disponible en la puisant dans le sous-sol, mais avec les conséquences qu'on connaît, à des énergies décarbonées, mais il faut augmenter la capacité de production de ces énergies décarbonées avec des enjeux de gisement. Et donc, effectivement, le fait d'installer des panneaux solaires est une très bonne solution parce que c'est l'énergie la plus massivement disponible parmi les énergies. Oui, et puis je pense qu'il faut il faut faire le focus un peu là-dessus. Hein. On a un cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place en France sur l'obligation de mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments et sur les parkings, donc sous forme d'ombrières, en fonction des tailles des superficies. Et on a tout intérêt à regarder de manière assez méticuleuse qui est en train de sortir des textes de loi, puisque nous aurons certainement des obligations assez draconiennes de produire nous-mêmes de l'énergie pour pouvoir contrer les difficultés qu'on pourrait avoir en approvisionnement. Tout en disant qu'effectivement, l'appel de puissance à un moment T, celui-là restera toujours un problème de fond, puisque du côté transport, puisque lorsque les camions sont en circulation, c'est là où on produit l'énergie. Donc à un moment donné, il faudra soit la stocker, soit la revendre et la réacheter ou la ressortir au bon moment, puisqu'il y a quand même des corrélations entre le moment de la production et le moment de l'utilisation dans le monde du transport, malheureusement, globalement. Donc, heureux seront ceux qui pourront recharger leur véhicule après 23 heures jusqu'à 7 heures du matin et aux heures creuses de l'après-midi entre 14 heures et 17 heures. Très bien. Est-ce que reste-t-il une question à la... Oui. Nasreddine, je vous en prie. Oui, je voulais préciser. Oui, pardon. Dans le pilotage, en fait, hein, l'intérêt, c'est que justement, on n'a pas à brancher le camion à 23 heures précisément. Justement, le pilotage intelligent, c'est on branche le camion et la charge, elle va se mettre automatiquement le moment venu. Et encore une fois, ça va dépendre des cas d'usage et des paramétrages qu'on va mettre. Et voilà, il n'y a pas besoin de rester à côté de la borne pour... voilà, ça paraît évident, mais c'est bien de le préciser. Oui, ça va venir un petit peu s'ajuster et percuter un petit peu les enjeux de gestion dynamique de recharge pendant la nuit où vous allez avoir un certain nombre de chargeurs et beaucoup plus de véhicules à charger. Et donc, oui, effectivement... on aura ce pilotage intelligent qui sera couplé avec ce nouveau métier de gestionnaire de recharge de véhicules qui va se développer sur les entreprises qui auront beaucoup de véhicules électriques. Il est quasiment l'heure de vous quitter. J'ai envie de dire, on a déjà dépassé d'une minute ou deux. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question à laquelle on n'a pas encore répondu et qui nous semblerait intéressante. Alors peut-être très rapidement répondre à la question de Monsieur Schmitt sur les points de recharge tous les 60 km. Je pense que il faisait référence à notre première diapo sur le contexte où on parlait du Fit for 55. Donc comme Mathilde a répondu à cette question, en effet, il n'était pas noté comment est-ce que cela pourrait être contrôlé au niveau national et au niveau de l'Union européenne. Ça fait aussi partie du règlement sur la répartition de l'effort où chaque pays devra présenter ses différents plans pour atteindre les différents objectifs. Une autre question qui concernait les autonomies annoncées. Donc là, je pense que ça concerne toute notre partie sur les constructeurs. Nous, les autonomies qu'on a affichées, c'est vraiment les autonomies réelles, d'exploitation. À chaque fois, chaque constructeur nous parlait d'autonomie théorique et d'autonomie réelle. Et donc, c'est vraiment les autonomies réelles qu'on a affichées ici. Après, peut-être à vérifier avec les constructeurs. Hein. Nous, on pourra vous mettre en relation si besoin, si on a d'autres questions sur le sujet avec les constructeurs. Et peut-être une dernière question, peut-être pour Madame Martin.
Pour terminer, quel mix énergétique pour la production d'hydrogène? Il y avait quelques votes aussi sur cette question. Sur les slides que j'ai montrés, c'est le mix électrique français, puisqu'on on retrouve un petit peu un rapport 2 à 3 par rapport à la production d'électricité pour le véhicule électrique. Donc on est sur le même mix électrique, sachant qu'effectivement la production d'hydrogène vert, donc par ENR, diminuerait cette contribution-là. Dans le rapport de l'étude qui est publique, qui se trouve sur Internet, vous avez des résultats pour différentes hypothèses, notamment sur le mix électrique. D'accord, donc production d'hydrogène par électrolyse d'eau avec le mix électrique français. D'accord. Bien, merci beaucoup pour cette réponse. Merci à tous nos intervenants, Nasreddine Boudjenan, Rebecca Martin et Tariel Chameroy de vous être mobilisés pour pouvoir participer et animer ce webinaire avec nous. Merci beaucoup à tous nos participants qui ont été jusqu'à 190, je crois, connectés en même temps aujourd'hui. Donc, merci de votre présence renouvelée à nos événements. On a un prochain webinaire qui sera dédié au calcul GES. On aime bien revenir de temps en temps sur ce sujet qui est important dans nos métiers. La date, je ne sais pas s'il est fixé. En tout cas, ce sera le prochain, probablement en novembre, et je crois qu'on connaît également la date de notre rendez-vous F Transport Logistique, qui aura lieu. Andrew, as-tu la date en tête? Courant mars, il me semble que c'est le 14 mars, mais j'ai un doute. J'en profite aussi pour remercier le groupe Maufray et l'ensemble des constructeurs avec qui on a pu s'entretenir pour la préparation de ce webinaire. Et pour les questions, il y avait beaucoup de questions, hein. On a essayé d'y répondre par écrit. Pour celles où on n'a pas pu répondre, comme pour chaque webinaire, on fera en sorte de pouvoir vous répondre par mail, comme on a les adresses mail directement via vos inscriptions. Merci encore. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.